pour être avec nous pour cette chronique. Et vous nous faites un point sur cette semaine chargée. Oui, semaine très chargée et qui a commencé par les fameuses révélations de l'influenceuse américaine Candace Owens sur la véritable identité de Brigitte Macron. Mais au-delà de cette polémique et qui nous met tous mal à l'aise dans cette histoire, c'est surtout cette différence d'âge très problématique durant sa rencontre avec le très très jeune Emmanuel. Une journaliste avait d'ailleurs enquêté sur cet aspect pour le moins très sombre du couple présidentiel. Qu'une femme de 40 ans a des relations avec un gamin de 14 ou 15 ans, l'image est dégradée. Et je t'avoue que moi, en tant que mère d'une enfant de 15 ans, si elle me dit mon fiancé a 40 ans, je vais crever les pneus de la voiture du mec en question, etc. etc. Alors vous en parlez de cette fameuse histoire de Gabriel Russier. Il y a eu un film, Mourir d'aimer, il y a eu une chanson de Charles Aznavour, et c'était une prof qui était tombée amoureuse de son élève. Ça s'est malheureusement mal fini. Là, l'histoire n'est pas la même. L'histoire, au contraire, elle se finit très très bien. Parce que les parents d'Emmanuel Macron décident de ne pas porter plainte. Évidemment, ils tombent de l'armoire, comme ils le disent, en réalisant ce qui se trame dans leur dos. À un moment, ils ont même pensé qu'Emmanuel Macron sortait avec Laurence Auzière, donc la fille de Brigitte, qui était sa camarade de classe. Quand ils comprennent ce qui se passe, ils sont évidemment complètement décontenancés. Ils essayent de faire entendre raison à leur fils, qui ne veut rien entendre. Ils convoquent ensuite Brigitte Auzière en essayant de la convaincre, de lui expliquer que par sa faute, leur fils n'aura jamais d'enfant, qu'il n'aura pas une vie tout à fait la mère d'Emmanuel Macron a 3 ans de plus que Brigitte Macron. Voilà, elles sont assez contemporaines. Et toute l'histoire, Jean-Michel Trogneux a bien sûr pour principal objectif de cibler la France et plus particulièrement le président de la République. Mais il faut dire qu'ici, quand il s'agit de taper sur les élites américaines comme Elon Musk, nous n'y allons pas non plus de main morte, comme l'ancien ministre Jules Ferry. Bon, lui, il est Asperger au dernier degré, c'est un fou, il faut quand même le dire. Il a été diagnostiqué Asperger, donc c'est un barjo complet. Mais un barjo qui a 200 millions de followers, qui est le patron de X, pas simplement de Tesla ou de SpaceX, il est aussi le patron de X avec tout le pouvoir que ça peut donner dans le monde entier. Et donc, le fait que ce fou ait 440 milliards de dollars comme fortune est évidemment extraordinairement inquiétant, très inquiétant. Voilà, je voulais dire Luc Ferry, bien évidemment. Ou comme notre irremplaçable Nathalie Loiseau qui veut entrer en confrontation directe avec Trump en envoyant des troupes, je cite, européennes au Groenland. Moi, c'est très simple. Il faut envoyer des troupes européennes au Groenland pour lui dire la sécurité du Groenland, ça tombe bien, on s'en occupe. Vous êtes favorable à ça, à ce qu'on envoie des troupes européennes au Groenland? Bien sûr, pour dire ça tombe bien, on s'en occupe. Mind your own business. Occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous de vos affaires. Le Groenland est un territoire, même si les Groenlandais ont une autonomie très large. Oui, mais ils veulent rentrer beaucoup plus profondément dans l'Union européenne. Et cette semaine, il y a une mission de députés européens au Groenland pour leur dire, écoutez, si vous voulez vous rapprocher encore plus de l'Union européenne, bienvenue. Et ces mêmes européistes sont les mêmes qui donnent des leçons aux dirigeants des pays qui ne leur conviendraient pas, surtout quand on voit leur bilan très positif après leur arrivée au pouvoir, comme un certain Javier Milei ou Giorgia Meloni, et même David Pujadas a dû reconnaître en plein direct que les médias s'étaient trompés à leur sujet. Cette expérience Milei, 1 an après, les premiers résultats. D'abord, il n'a pas menti sur le grand ménage. Au total, sur une seule année, les dépenses publiques ont ainsi baissé de 30%. Résultat, l'énorme déficit public chronique depuis 14 ans en Argentine est comparable à celui de la France, est devenu en 12 mois seulement un excédent. Quant à la dette, en très peu de temps, elle a été ramenée de 155% du PIB à 91,5%. Ce déficit, c'était exactement le déficit de la France l'an passé, 5,4% du PIB. En 1 an seulement, c'est donc devenu un excédent. Alors que nous cherchons, rappelons-le, à réduire notre déficit de 0,4%. En 1 an, l'inflation a été divisée par 2. La croissance est là. Et bien là, le FMI prévoit 5% pour 2025. C'est vrai qu'au départ, on était tous à se dire c'est un dingue. Oui, non mais c'est sûr. Il y a peut-être un mea culpa à faire des médias français qui ont quand même observé avec une certaine condescendance l'arrivée au pouvoir de cet homme à la tronçonneuse. Il y a une dirigeante en Europe qui se réjouit de l'arrivée de Donald Trump et qui fait cavalier seul une certaine Giorgia Meloni. Et en décembre 2024, elle a été désignée par le média bruxellois Politico la personne la plus puissante d'Europe. Elle a hissé l'Italie au 4e rang des exportateurs mondiaux. Le chômage est à son plus bas historique. On a quelqu'un qui peut parler directement à Donald Trump et tous les autres. Et vous aviez parlé ici de son voyage express, vous savez, le 9 janvier, à Mar-a-Lago. Et le New York Times avait écrit « Cette rencontre sommée devrait renforcer les espoirs des partisans de Meloni de voir la première ministre conservatrice italienne devenir l'allié privilégié de Trump en Europe. »
On parle d'Europe dans le New York Times et vous remarquerez qu'on ne dit pas extrême droite mais conservatrice. Ce qui prouve à quel point elle est devenue une interlocutrice privilégiée et que ça serait une bêtise, qu'on l'aime pas, que ça nous plaise ou pas. C'est un atout et c'est une chance pour l'Europe. Et il ne serait pas idiot de regarder comment elle est en train de gérer ça pour espérer sortir l'Europe de sa torpeur. Parce que là, on attend la catastrophe qui vient. Pendant ce temps-là, elle passe des coups de fil. C'est utile. Là aussi, nous pouvons faire un peu notre autocritique, nous les médias, parce qu'on l'a présentée comme une nouvelle Mussolini, alors qu'elle était alliée avec Mario Draghi. Et notre partenaire du lundi, Régis Sommier, était sur CNews pour décrypter cette insolence occidentale qui explique en grande partie pourquoi la France est rejetée dans de nombreux pays, notamment en Afrique. J'ai voulu comprendre pourquoi, d'abord le désamour en Afrique, pourquoi en quelques années on a disparu, nous Français. Pourquoi aujourd'hui, dans les rues de Dakar, on parle de débaptiser, d'enlever les noms français. Pourquoi au Tchad, nous sommes partis, la queue basse, je crois qu'il y a 2 semaines, notre armée qui était présente au Tchad depuis plus de 50 ans. Et pourquoi ? Eh bien, je pense que, et c'est précisément cette phrase que vous venez de citer, je pense que d'abord, on a conduit, depuis la chute de l'URSS, des guerres, on a désigné des diables. Il y a eu Saddam Hussein, il y a eu Kadhafi, il y en a eu pas mal. On a conduit des guerres au nom de la liberté. On ne fait jamais le bilan. On arrive 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, et on regarde ce que sont devenus ces pays auxquels nous étions censés supprimer un dictateur pour mettre à la place la démocratie, etc., etc. Et c'est pire. Mais en réalité, c'est le chaos. Et ce n'est pas avec ce nouveau gouvernement que nous risquons de changer les choses. Notre ministre de l'économie, par exemple, est teinté de cette même idéologie dite progressiste qui nous oblige notamment à subir la prolifération rapide de tous ces HLM qui conduisent à la destruction de notre pays. Nous avons besoin de logements sociaux dans toutes nos villes, dans tous nos quartiers. C'est un élément de diversité, puis c'est un élément d'inclusion. Il faut qu'on construise plus. Nous avons plus de 2,5 millions de nos concitoyens qui sont en attente d'un logement social. Donc accélérer le rythme de construction partout, sur tous les territoires, c'est un enjeu décisif. Et un discours aujourd'hui devenu inentendable au vu des faits divers tragiques qui se succèdent et qui mènent à une véritable partition dont le journaliste Jean-Sébastien Ferjou a partagé une anecdote très révélatrice sur cette question. Je trouve que mon fils adore le foot. Il a 10 ans. Il jouait au foot avec son école, avec ses copains. Ils ont décidé d'aller dans un club de la mairie de Paris. Premier entraînement à la rentrée, ils se sont fait insulter par tous les autres gamins qui avaient 10 ans aussi. Bon, bref, l'entraîneur n'est pas intervenu. Et bien, vous savez quelle a été la réaction ? La semaine suivante, la mairie a décidé que puisque c'était ça, il fallait séparer les petits bourgeois entre guillemets des autres. Et donc, ils ont eu un entraîneur pour eux tout seuls. Mais vous imaginez le renoncement que ça représente ? Le renoncement que ça représente, ça veut dire qu'on considère que des gamins de 10 ans, on n'est pas capable de les tenir et que la seule solution finalement, c'est de les séparer des autres. Mais ça veut dire que tous les discours sur la mixité sociale qu'on nous tient à longueur de journée, c'est une illusion absolue. En réalité, le logiciel politique à l'œuvre de la mairie de Paris, c'est la ghettoisation. Et ils ont créé des ghettos dans le sud du 14e arrondissement, comme ils l'ont fait dans le 12e arrondissement. Ils ont fait venir des populations très éloignées du cœur de Paris, parce que c'est très bien de faire de la mixité sociale, mais ça a du sens quand vous le faites avec des gens qui peuvent s'intégrer. Et ces politiques qui appliquent hypocritement ce séparatisme votent également des lois qui peuvent s'avérer fatales. Un exemple dramatique comme le meurtre du jeune Elias, tué pour un téléphone portable, et dont ce journaliste raconte comment 2 anciens ministres de la Justice ont permis à ces assassins de rester en liberté. Si le tueur du jeune Elias était en liberté, jeune Elias tué le week-end dernier pour un téléphone portable alors qu'il n'avait que 14 ans et qui sortait d'un entraînement de football, c'est en raison d'une réforme de Nicole Belloubet soumise au vote des députés par Éric Dupond-Moretti. Ce qu'on appelle la césure, ce qu'a dénoncé Bruno Retailleau à ce micro lundi, c'est-à-dire c'est en 2 temps, on vous juge et on vous donne votre peine 6 ou 9 mois plus tard. Donc ils ont été jugés en octobre pour un vol avec violence, donc ce qui s'était passé pour Elias, sauf que cette fois il y a eu meurtre en plus, et leur peine devait être connue en juin prochain. Donc cette réforme, c'est le fruit de la politique pénale d'Emmanuel Macron, de Nicole Belloubet, d'Éric Dupond-Moretti, jusqu'à l'arrivée, donc quasiment de Gérald Darmanin. Et sur France Inter, un réalisateur a parfaitement illustré l'hypocrisie de cette caste qui prône la diversité et tous ses travers, tout en refusant d'en subir eux-mêmes les conséquences. Il y a des bons et des mauvais voleurs. Il y a des voleurs qui volent par nécessité, par
le vol participe de la répartition des richesses, on pourrait dire. Donc il y a et on peut voler évidemment, on peut voler sans violence, on peut voler pour de bonnes raisons. Le vol a toujours eu quelque chose à voir avec le banditisme social, on va dire. Il y a toute une histoire. Des historiens ont travaillé d'ailleurs sur le vol à travers Bois. les âges. Voilà, Robin des Bois, c'est évidemment un voleur que tout le monde revendique. Enfin, c'est un héros. Vous-même avez été cambriolé. Ariane Ascaride, elle était chez Nagui hier ou avant-hier, je sais plus, où elle a raconté que vous avez été cambriolé 4 fois. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc là, vous n'étiez pas très heureux. Non, j'étais pas très content. Non, pas vous avez très vous avez même installé une alarme. Oui. Ouais. Depuis, je suis plus cambriolé d'ailleurs. C'est quand même, j'aurais dû le faire plus tôt. On va tous installer des alarmes, c'est simple, il suffit de payer. Exactement. Et pour endiguer cette gabegie politique, autant ne pas regarder à l'Assemblée nationale, où l'ambiance tourne souvent au ridicule, comme cette députée LFI, qui parvient à se faire recadrer elle-même par une autre députée LFI. Ainsi, collègues, vous cesserez d'être de vils charognards qui prospèrent sur la misère des plus précaires. Merci, Madame Soudé. S'il vous plaît, je le dis, nous n'avons absolument pas l'habitude dans cette commission d'insulter les collègues. Donc, je le dis, il n'y a pas à insulter directement les collègues pendant cet examen. Je vous remercie. Madame Soudé, s'il vous plaît. Madame Soudé et les collègues, tout l'ensemble des collègues, s'il vous plaît. Madame la Présidente. Non, pardon, oui, je suis désolée. C'est passé ça. Non. Je passe. On se croirait dans une salle de classe. Je continue les tours. Avec le mauvais élève qui perturbe le cours. Il y a des propos à retirer dans cette salle. Je souhaite que ce D'abord la parole au rapporteur. On va se faire traiter de charognard. Voilà, et pourtant il y aurait bel et bien des lois à voter d'urgence, ou plutôt à abroger d'urgence, quand on entend les révélations du directeur de frontières Éric Tegner sur la gestion scandaleuse de l'immigration illégale. Dites-vous, dans le 17e arrondissement de Paris, il y a le centre d'action civile de la ville, justement. Il y a 25 000 boîtes aux lettres. Je vous explique le système. Un migrant, aujourd'hui, pour avoir des droits, dont des aides sociales, il a besoin d'être domicilié. Donc la mairie leur permet, occupé et géré par la Poste, de venir se domicilier là-bas. Et qu'est-ce que ça donne comme intérêt ? Ça donne des points quand vous êtes domicilié dans Paris. Et donc, pour demander un HLM dans la ville de Paris aujourd'hui, sur la région Île-de-France, si vous êtes domicilié dans cet endroit, vous avez plus de points que par exemple une femme qui se fait battre par son mari. C'est ça la situation aujourd'hui dans laquelle elle est. Elle est organisée par la ville et par l'État. Mais impressionnant. Il n'y a pas que sur l'immigration, où l'argent du contribuable est jeté par les fenêtres. Il y a aussi ce cinéma qui nous impose une vision wokiste de la société et qui pourtant personne ne va voir dans les salles, comme le dénonce Pascal Praud. Le dénommé Une pour toutes. C'est un film qui est une adaptation des Trois Mousquetaires woke. Le Conseil régional Île-de-France a quand même donné 390 000 € pour faire un film. Qui fait un flop. Bon, mais c'est plus qu'un flop. Il y a 2 personnes en moyenne. Il y a 3 personnes par salle. Moi, je voudrais savoir pourquoi. Je vous assure, je voudrais vraiment. Un jour en France, on dit qu'il n'y a pas d'argent État. Je voudrais savoir pourquoi on donne 390 000 €. Pourquoi le Conseil général ou régional d'Île-de-France donne 390 000 € à un film woke. Vraiment. Et Madame Pécresse, je voudrais vraiment qu'elle soit sur ce plateau et qu'elle nous dise pourquoi. Et face à cette gestion catastrophique de l'argent public, ça serait à nous, Français, de réaliser ces précieuses économies que tout le monde cherche. Mais selon Marc Toiti, c'est bien à l'État de mettre la main à la poche. Avant de faire payer, d'augmenter les impôts, si effectivement on avait très peu d'impôts, comme aux États-Unis à la rigueur, les augmenter un petit peu, ça serait pas grave. Mais on est numéro 1 du monde des impôts. Il n'y a pas un pays dans le monde qui fait plus que nous. Même dans notre histoire, on n'a jamais eu autant d'impôts et de taxes. On augmente les impôts. Si on les augmente encore, ça serait une catastrophe. Donc, par contre, il faut réduire les dépenses. Donc, moi, j'en ai assez de dire, il faut que les Français se serrent la ceinture, etc. Non, ce n'est pas aux Français à serrer la ceinture. C'est à l'État, c'est à la puissance publique à serrer la ceinture. Elles augmentent ses dépenses de fonctionnement de façon éhontée depuis ces dernières années. 15%, quasiment 16% de hausse en 3 ans, plus que les dépenses totales. Et encore une fois, ce n'est pas avec ces députés que nous risquons de faire des économies, notamment avec les députés gauchistes, dont l'un ne connaît même pas le nombre de zéros qu'il y a dans 1 milliard. Combien de zéros, 1 milliard ? Combien ? Combien de zéros ? 1 milliard ? 1000, 1, 2, 3, 4 pour 1000, 10 000, attends, 4, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, je suis à 9 là. Après, je ferai pas de leçon parce que je suis pas sûre de. Moi aussi, j'ai du mal. On apprend ça à l'école, normalement. Oui, mais moi, j'étais très mauvaise en fait. Oui, écoutez. Ou encore Sandrine Rousseau, qui se plaint de son salaire pourtant très confortable. Et le salaire d'un député ?
Alors non, alors ça parce qu'en fait on reçoit, je crois que c'est 5400. Après nous on reverse à nos partis une partie. Donc moi à la fin il me reste 3500, ce qui est quand même 3500 en net. par mois. Oui, ce qui est beaucoup, mais ce qui est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Vous parliez de la colère. Voilà, et après cette belle brochette d'incompétence qui ne présage rien de bon pour la suite, je vous souhaite malgré tout une bonne fin de semaine et bonne chance à tous. Merci Louis. Merci Lisette.